maintenant durant cette semaine Behind the Game à la Sports Management School. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce beau studio qui nous accueille pendant cette belle semaine avec justement ce projet qui est de décrypter l'actualité du sport avec pour la première édition, un avant Jeux Olympiques et Paralympiques. La deuxième édition, un Behind the Game avec beaucoup de choses à dire. Et puis maintenant, nous sommes toujours dans cette actualité avec certes les championnats d'Europe de natation qui vont arriver du 31 juillet au 16 août, mais également plein d'autres choses qui vont se dérouler. Et pour ce faire, pour ce nouveau podcast, j'ai en face de moi la chance d'avoir Monsieur Jean-Baptiste Nothomb. Jean-Baptiste, comment ça va ? Très bien, merci, ravi d'être ici parmi vous, merci pour l'invitation. Ravi de te revoir, tu es déjà venu. Alors on a un peu changé le décor, comme tu as pu voir, on a quitté le studio de télé, le fond vert, on est passé dans un studio un petit peu plus de podcast et on va pouvoir discuter, on va pouvoir apprendre un peu de ton actualité. Il y a plein de choses qui se sont déroulées depuis ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mais avant ça, dans cette nouvelle configuration, les étudiants prennent un peu plus de place, toujours un peu plus de place, et j'aime ça. Ils commencent à avoir des chroniques, à avoir des choses à dire, et ils ont leur tribune. La confiance. Exactement, il faut. Et c'est Maxence qui, ce matin, va se prêter au jeu du portrait de l'invité. Maxence, comment ça va ? Ça va, merci Thomas. Bien. J'espère que Jean-Baptiste, vous allez bien également. Très bien. Jean-Baptiste, pour cette chronique, j'ai fait quelques petites recherches internet et en tapant votre nom, on peut lire que vous avez été ministre de la Belgique et que vous êtes co-auteur de la constitution de ce même pays. Ça, c'est ce que j'aurais écrit si j'avais fait ma chronique sur ChatGPT, due à l'homonyme bien connu. C'était ma blague du 1er avril. Bien. On peut avancer comme ça. Non, mais c'est bien, il faut. Elle est faite. Nous sommes le 1er avril et maintenant on peut y aller. On range. Plus sérieusement, pas évident de trouver beaucoup d'infos sur vous, donc si vous me permettez, on va faire un petit récap sur votre parcours. Dans un premier temps, plus d'émissions courtes, mais dans l'exécution, vous faites de l'hôtessariat, donc c'est pour un job étudiant qui vise à participer à des événements sportifs ou non à travers le monde. Vous faites du volontariat au Brésil, vous retrouvez ce pays aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio en 2016, d'abord en tant qu'assistant manager à Casabelga, pardon. Puis assistant directeur marketing et communication pour la Belgique. Donc vous n'êtes pas ministre, mais on retrouve un lien avec le pays de la frite et de la bière. Par la suite, vous êtes assistant production au Champions Tour, un événement de golf au Royaume-Uni. Et vous êtes assistant aux joueurs à Roland-Garros en 2017. 2017 qui verra Rafa être sacré pour la 10e fois à Roland-Garros à Porte d'Auteuil. Petite question, je suis un peu curieux. Plutôt Rafa, Djoko ou Roger ? Tennis. Oh. Tennis en entier. Très bien. Pour toi, Thomas ? On a vécu dans la période Rafa. Je vais prendre Rafa, mais depuis quelques années le tennis aussi, parce que à force de le couvrir, c'était bien. Bon, très bien. En tout cas, je vous laisserai en débattre plus tard. Merci pour la parenthèse. Je reprends. Vous retournez travailler 6 mois à Rio en 2017 à la Faberg Tour Experience, qui est une agence de tourisme, de tennis et d'événements sportifs. Après cette première expérience dans le tourisme sportif à l'agence Faberg, on sent que le voyage et l'expérience vous plaisent et donc vous élargissez votre rôle entre 2019 et 2021. Vous travaillez dans 3 sociétés, Zileos, World is a Village et Recall Agency, notamment dans le développement des mobilités internationales et sur la logistique des séjours pour les jeunes. En 2022, vous êtes responsable commercial Europe de OnePlane durant 2 ans avec pour but le développement d'un logiciel pour planifier des événements sur une carte. Et en 2025, l'appel du sport, très certainement, qui vous amène à la tête du branding pour les Jeux d'hiver spécial olympiques à Turin en 2025, qui regroupe les athlètes de situation handicap mental. Et naturellement, vous prenez la tête, vous êtes directeur des partenariats pour spécial olympique, qui est un vecteur d'inclusion. Vous dites, le sport offre des opportunités uniques de développement, de rencontres et d'épanouissement. À côté de ça, et depuis plus de 10 ans, vous faites partie de One Rio, ONG qui favorise via le sport l'ouverture culturelle et les interactions sociales entre les enfants issus de milieux différents dans les favelas. Des débuts avec un engagement fort dans les projets avec des valeurs humaines. Et vous continuez encore aujourd'hui. Ma question, qu'est-ce que cela représente pour vous au-delà du cadre professionnel ? J'ai la chance de vivre d'un métier passion, qui est le sport, mais surtout, le fil d'Ariane, c'est l'outillage positif du sport. Le sport est un formidable vecteur de plein de choses, entre autres l'inclusion,
liens sociaux, la santé mentale, la santé physique. Et je pourrais continuer à en parler, mais voilà, je pense que parmi toutes mes expériences, ce qui m'a amené à Special Olympics, c'est la partie outillage positif du sport. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus facile en termes de communication pour tout type de personnes, toute culture, toutes opinions, et c'est ce qui rassemble. Super, merci Jean-Baptiste, merci Thomas. Un grand merci Maxence. Waouh, quel portrait avec toutes ces choses qui ont été réalisées depuis une grande dizaine, enfin plus d'une dizaine d'années maintenant, si on reprend ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. On est en 2026 et il y a eu quand même un fil conducteur, ce Brésil qui est drainant avec beaucoup de choses qui se sont déroulées. Oui, la Coupe du Monde 2014, après ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2016 à Rio, et puis après d'autres voyages qui ont été réalisés au fil des agences de tourisme, au fil des associations. La question est très simple déjà. Pourquoi le Brésil ? D'où vient cet amour, d'où vient cette sensibilité au pays justement de la caipirinha, du beau football et de toutes ces choses qui peuvent en suivre ? Alors, je pourrais vous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est central dans ma vie, mais c'est surtout comment j'y suis arrivé. J'ai fait des études de management d'événements sportifs, toutes simples, l'équivalent d'une école de commerce avec une spécialité sport et événements. Et ayant commencé à bosser très tôt, simplement parce que j'étais éduqué en Angleterre, quand je revenais, c'était pas les mêmes vacances que les copains, et donc je me disais, je vais faire de l'hôtessariat, et que l'anglais m'a beaucoup aidé à monter dans les niveaux de l'hôtessariat. Et donc j'avais des bonnes responsabilités et j'avais eu l'occasion de beaucoup travailler sur des événements sportifs. Et donc ce qui m'attirait, c'était pas tellement le stage après stage avec la carotte étant de participer à Roland-Garros ou un événement quelconque. Et je voulais pas re-rentrer dans ce système. Donc à cette époque-là, j'ai regardé où se passait le monde du sport à ce moment-là. Et là, il y avait le Brésil, les Pan American Games 2013, la Coupe du Monde 2014, les JO 2016, la Copa América 2018. Donc en fait, ça voulait dire aussi que tous les acteurs du sport mondiaux allaient y être sous une forme ou une autre. Donc je me suis dit, vas-y, lance-toi, vas-y. Au pire des cas, tu vis une très belle Coupe du Monde de foot au Brésil. Il y a pire comme situation. Et au mieux, tu trouves quelque chose qui t'amène au jeu. Et puis, ayant vécu beaucoup entre la France et l'Angleterre, le show et la grande aventure m'attiraient également. J'avais besoin d'un break. Et donc, la combinaison de toutes ces raisons m'ont fait que je suis arrivé là-bas. Et finalement, j'ai tant eu des belles histoires professionnelles que quand j'avais besoin, je vendais des caipirinhas sur la plage ou je bossais dans les bars comme tout jeune qui a besoin de se débrouiller. Bien sûr. Et la combinaison des deux a fait que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Tu nous as parlé de l'Angleterre, tu nous as parlé de la France. Et d'un coup d'un seul, on passe au Brésil. Et c'est aussi pour que les étudiants qui nous écoutent maintenant comprennent. Tu en étais où avec le portugais quand tu es parti au Brésil ? Moins 1000. Je ne parlais pas un mot de portugais. Alors, le portugais du Brésil est plus simple à apprendre. Oui. Pour la petite anecdote, on se débrouille très vite, on pense très vite le parler. Et puis donc, après 2-3 mois, je suis allé sans aucun cours, juste des échanges sociaux. Je suis allé donc postuler pour un job et après 10 minutes d'interview, ayant marqué sur mon CV que je parlais un petit peu portugais, couramment. Je me suis levé en disant on se voit dans 3 mois, clairement je ne suis pas à niveau. Et là je me suis inscrit à l'université pour des cours de portugais. Et puis après le fait que je le parle couramment aujourd'hui, même si je l'ai pas mal perdu depuis mon départ. C'est le côté fluent sur le CV qui a fait... Oui, alors j'avais pas été jusqu'au fluent, mais clairement bien au-dessus de mes capacités de l'époque, oui, ça c'est clair. On va revenir à tout ça, mais justement, on a ce public étudiant et j'ai souvent, quand j'ai la chance d'intervenir ici, un discours qui est le fait d'aller voir ces places de sport, voir ces lieux de sport, voir là où ils se déroulent. Et tu as quelque chose pour moi qui très intéressant dans ton parcours, c'est l'hôtessariat. Et tu le marques, tu le dis, tu en reparles là à l'instant. Ça t'a permis de mettre un pied dans le monde du sport. Quelles sont les missions et quelles sont surtout les choses que tu as pu apprendre justement sur l'hôtessariat avec tout ce que tu as pu visiter et justement découvrir? Alors je pense que outre juste le sport, juste l'événementiel en général, c'est le seul job dans l'événementiel où on a le temps d'observer. Merci.
Oh, je te jure. Ça me fait du bien quand tu dis ça. Il n'y a pas de débat, il faut pas... Oui, on passe beaucoup de temps à rien faire, à être debout, il faut être vigilant, donc il faut garder un œil ouvert sur les instructions nécessaires ou du moment. Mais globalement, on passe beaucoup de temps à avoir le temps de regarder, quoi. Et donc, en fait, ça nous fait découvrir un univers. Et donc, l'idée, c'est d'avoir les bonnes missions. C'est d'aller, même si elles sont courtes, mal payées, c'est pas le sujet. C'est d'aller dans plusieurs environnements différents qui nous permettent de découvrir ces environnements parce qu'on a le temps de les observer, en fait. Et donc, ça permet d'avancer, de se faire un réseau, de se faire des contacts. Oui, d'abord, alors, faire les contacts, après, il faut y aller. Mais effectivement, ça nous permet de voir beaucoup de choses différentes. Et puis, effectivement, avec le temps, on commence à être à l'aise avec nos interlocuteurs. Les langues m'ont beaucoup aidé. Je parle anglais depuis longtemps, donc j'ai eu cette chance-là. Et ça m'a permis d'être utilisé pour ces qualités-là et d'interagir un certain nombre de fois avec des entités différentes, des personnes différentes. Par exemple, voilà, on a beaucoup d'attentes et dans les acteurs du sport, ils attendent beaucoup dans les files d'attente, là où ils récupèrent leur accréditation. Et là, il y a des gens avec beaucoup d'expérience dans le sport. Et c'est là où il y a un petit moment de possibilité. C'est comme on dit beaucoup les 30 secondes de pitch des ascenseurs, quoi. C'est ça. Les fameux où on a qu'une seule chance de faire une... plus de fois qu'on réussit. Bien sûr. On n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression, c'est ces 30 secondes-là, ces 7 minutes-là qui nous est allouée. Et il ne faut pas se tromper, il faut avoir justement les bons arguments, bien se vendre, et ça en fait partie. Revenons au Brésil, tu l'as dit, à ce moment-là, tu étais sortir d'études, tu as eu l'enchaînement Coupe du Monde, Jeux Olympiques, qui s'est un peu déroulé aussi pour la France, avec Coupe du Monde de rugby, Jeux Olympiques qui ont eu lieu. Coupe du Monde de foot cet été aux États-Unis, Jeux Olympiques dans 2 ans, ça s'enchaîne. Toi, quel était ton rôle précis justement sur ces événements au Brésil ? Alors, pour la Coupe du Monde, il n'était pas vraiment officiel mon rôle, c'est-à-dire que je venais d'arriver, j'avais déjà fait 3-4 mois avant ma dernière année d'études pour aller découvrir en fait, le pays et me motiver à y retourner. Ça n'a pas été très dur. C'est une rencontre dans un milieu social en faisant la fête, en sortant. Et j'ai refait le monde avec un gars qui s'avérait être un des fixeurs de la FIFA. Qui, à la fin de la soirée, j'ai réussi à avoir sa carte de visite et j'avais anticipé une rencontre éventuelle de ce type-là. Et donc j'avais un mail préfet avec quelques cases à remplir. Alors, je vous avoue que ce mail, normalement, est rempli en 30 secondes. J'ai dû prendre quelques minutes de plus pour le remplir ce soir-là. Mais il avait un mail dans sa boîte mail le lendemain. Il m'a rappelé, il m'a dit « Bien joué, j'aime bien ton attitude. Rendez-vous au Copacabana Palace pour déjeuner. Je vais voir comment je peux t'aider. » Copacabana Palace, qui était le QG de la FIFA lors de la Coupe du Monde. Et puis voilà, et puis il m'a dit on n'a pas beaucoup d'argent ou très peu. Et je lui ai dit il n'y a pas de souci, tu me payes mes frais et tu me payes en billets, en tickets pour les matchs, entre autres ceux de la Belgique. Moi, ça m'arrange, je suis là pour l'expérience. Et puis voilà, puis j'ai été un peu appelé pour des petites missions de fixeur basiques, gérer des bagages à l'aéroport oubliés ou accompagner des familles de joueurs à distance ou être un centre d'information. Voilà, basique, mais ça m'a fait rentrer dans cet univers. Et pour la Coupe du Monde, ça a duré 1 semaine, cette opération pour moi. Mais ça m'a permis de mettre un pied dedans et le fait d'avoir aussi... être payé en billets, ça m'a fait profiter aussi du moment et donc accélérer un certain nombre de rencontres. Bien sûr. Et ensuite, après, il y a eu 2 ans plus tard les Jeux qui t'ont permis de retourner, comme tu l'as dit, au Brésil et là d'avoir un rôle un peu plus officiel. Oui, bien sûr. Alors moi, l'objectif dès le début, c'était de se dire bon, vas-y, tu as 2 ans, les Jeux arrivent. L'objectif, c'est de lancer ta carrière avec les Jeux. Donc ce qui se passe avant, mais bon, sois pas très exigeant non plus. Et voilà, ça prenait du temps à trouver quelque chose parce que plein de raisons. Et à un moment, j'ai fait une analyse. Je me suis dit, je suis belge, je suis installé au Brésil, je parle portugais. Donc je suis sûr qui de l'univers belge va être inclus dans les Jeux. Donc il y a les athlètes, les comités, les journalistes. Et donc je suis retourné en Belgique et j'ai été voir un représentant de chacun, pas toujours bien accueilli, mais en disant voilà, je suis belge, j'habite sur place, comment je peux aider? J'ai déjà vécu un événement international sur place.
place, d'où la Coupe du Monde de foot. Donc il y avait des avantages pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à payer un billet d'avion, ils n'avaient pas à payer un logement, ils avaient quelqu'un qui parlait portugais, qui avait déjà vécu un événement de cette taille-là sur place, donc j'avais quelques atouts. Et au fil de l'eau, j'ai préparé le dossier d'accueil du ministre des Sports à l'époque, qui finalement a switché parce que la Belgique et la politique c'est toute une affaire, on ne va pas s'y étendre, et qui m'avait présenté, en se sentant un peu mal, à la directrice partenariat du comité olympique et paralympique belge. Et il y avait besoin effectivement, avec l'agence Eventim, de quelqu'un qui faisait le pont entre le Brésil, la Belgique, le français, le portugais et l'anglais. Et donc je suis arrivé dans cette case. Je pense être cette bonne personne. Voilà, et donc c'est comme ça que je me suis positionné. Et effectivement, j'ai la Casa Belga, donc c'est l'équivalent du Club France. Là, a été privé parce que la communauté belge n'est pas très grande en Belgique. Donc c'était en gros, c'était l'accueil de tous les partenaires et leurs familles, des officiels, et leur programme lors de leur passage au jeu. Et la partie intéressante, c'est que les Jeux paralympiques n'étaient pas nécessaires. Enfin, il y a eu une question de est-ce qu'on annule les Jeux paralympiques de Rio. Et là, la présidente du comité paralympique belge est venue me voir en me disant voilà, j'ai quelques questions à te poser par rapport je rentre dans des rendez-vous de haut niveau pour prendre certaines décisions. Et donc c'est comme ça que j'ai créé cette relation. Et elle m'a pris, j'étais pas au départ censé être inclus dans les Paralympiques. Et elle m'a pris pour m'occuper des athlètes paralympiques lors des Jeux paralympiques à Rio. Et donc là, ça a forcément créé quelque chose avec le Voilà, futur. après, on passe des journées entières avec des partenaires, avec des athlètes, on découvre l'envers du décor avec les accès qui vont bien. Et puis surtout, on s'éclate. Mm-hmm. C'est Rio, c'est le sport, c'est quand même pas mal. Il y a forcément beaucoup de choses qui se sont déroulées. Il y a eu énormément aussi d'autres activités jusqu'à ces Jeux de Paris 2024, puisqu'on rappelle une Olympiade à Tokyo, entre-temps, des Coupes du Monde, que ce soit et en Russie et au Qatar. Sur celle-là, tu as eu un rôle particulier ou tu t'es mis un peu... Alors on a dans l'agence Faberg qui était à São Paulo, on a beaucoup vendu d'accès, de billets, de packages pour la Russie. Mm-hmm. Ça c'était mon lien avec la Coupe du Monde russe. Pour Tokyo, je me suis engagé avec un grand athlète paralympique qui s'appelle Arnaud Assoumani, que j'avais rencontré par ailleurs au Brésil, puis revu à Paris, sur tous ces projets en dehors de sa partie sport. Et on avait co-créé un projet qui s'appelle Brador Bradar, pour le changement du regard du grand public sur le handicap et la différence en général, à travers 3 axes qui étaient le sport, la tech et l'art. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire olympique, l'olympisme n'a jamais été juste du sport. Ça a été 50% culture et art, 50% sport. Après, maintenant, c'est plutôt sport. Mais il y a toujours un angle art artistique à mettre en avant. Et le comité international, d'ailleurs, s'y prête et joue... Et aide en fait ce développement, ce renouveau sur la partie culture. Avec beaucoup de cérémonies d'ouverture, de clôture qui justement aussi... Oui, et puis l'Olympiade culturelle, donc c'est entre 200 et 300 projets en lien avec le sport et la culture qui sont développés et financés, cofinancés par ces mouvements-là, avant, pendant et après les Jeux Olympiques de Paris, mais la même chose à Tokyo, la même chose à Los Angeles, etc. Sur les gros événements qui se sont déroulés ou qui vont se dérouler. Entre-temps, Maxence était là tout à l'heure et nous a parlé d'un amour qui est arrivé aussi. Alors tu n'as pas voulu, tu n'as pas souhaité répondre, tu n'as peut-être pas la réponse non plus entre ce fameux Big Three du tennis, mais il y a eu un amour pour le tennis, tu as travaillé dedans avec beaucoup de choses. Est-ce que c'était déjà arrivé d'avant ? On rappelle, Grande-Bretagne, un grand chelem, Paris, un autre grand chelem, beaucoup de choses qui sont arrivées à ce niveau-là. Je suis rentré dans le sport, et mes 2 sports, c'était tous les sports, mais j'ai beaucoup joué au tennis et beaucoup joué au rugby. Mm-hmm. Donc par définition, dès qu'on réfléchissait tennis, moi c'est sur ça que j'allais me diriger. Et Big Three, parce que j'étais grand fan de Marat Safin et pas du Big Three. Okay. J'ai adoré les suivre, c'est pour ça que je dis tennis, parce que je pense qu'ils sont complémentaires, c'est impossible de les dissocier. Si on parle statistiquement, effectivement, Djoko est maintenant devant. Mm-hmm. Si on parle d'élégance, Federer est à des années-lumière. Si on parle de
conviction et de force mentale, il n'y a pas de débat avec Nadal. Et les trois font que c'est ça qui a animé 20 ans du monde tennistique. Donc, en fait, merci. Plus que l'un, l'autre ou le troisième. Comparé, pas de comparaison, mais simplement des salutations et des félicitations pour ce qu'ils ont réalisé. Toi, ta part de tennis, est-ce qu'à un moment donné, tu as souhaité aussi te lancer dans ce sport après le Brésil? Est-ce que tu as voulu tenter une porte d'entrée dans les différents grands chelems? Maxence en a parlé, tu as eu une corrélation aussi avec le tennis au Brésil. Comment est-ce que a été cette frontière à un moment? Oui, ça a été un souhait. Ça a été un souhait. J'ai pas réussi à avoir la bonne porte d'entrée, pas parce qu'elle n'existait pas parce que j'y n'avais pas accès, parce que naïvement, comme tout le monde au début, on pense qu'événement sportif veut dire toute la partie fun qu'on voit, alors qu'en fait non, événementiel veut dire on est derrière la scène, behind the scene, et c'est là qu'on travaille, et quand on a un peu de temps, effectivement, on a l'occasion de rencontrer des athlètes, d'être dans la partie un peu plus rigolote. Il y a cette partie-là, la bonne opportunité n'est pas arrivée. J'ai quand même pas mal bossé. Le Champions Tour à Londres, c'était le tournoi des légendes. Bien sûr, au théâtre. Au théâtre à Londres, extraordinaire. C'est vrai que j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec Mansour Barami, qui m'a beaucoup aidé dans mes réflexions. Non, et puis j'ai eu une autre opportunité. Je voulais découvrir l'événementiel de haut niveau et je suis parti dans l'événementiel de luxe pendant 2 ans, ce qui m'a donné une attention aux détails qui toujours me sert aujourd'hui. Et puis je suis reparti dans le sport avec les jeux, parce que je suis rentré au Brésil avec la ligne de mire des plans à 5 ans, en disant voilà, l'objectif c'est d'arriver au jeu avec quelque chose d'intéressant, ce que j'ai finalement réussi à faire. J'aime beaucoup cette discussion, je veux dire cette interview, mais non, c'est une discussion qu'on a parce que ta carrière est très éclectique. On a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ouverture, que ce soit même dans les pays visités, dans les postes tentés, et surtout avec une abnégation et une audace sans pareil. Tu ne recules devant rien. Tu veux toujours rencontrer les belles personnes, les bonnes personnes, et c'est pour moi un trait de caractère qui est génial et dont les jeunes, les étudiants qui veulent se lancer doivent s'inspirer. Tu nous parles de justement ce côté de luxe dans l'événementiel de luxe. Quel était ton rôle justement précis dans ce dernier? Comme toutes petites agences, on a plusieurs casquettes, mais mon rôle officiel, c'était de vendre les packages et de créer une base de données de clients intéressante et de développer l'agence au niveau européen. Ça a été génial. J'ai eu un super mentor sur la partie événementielle, il s'appelle Alexandre Olive, qui lui, en termes de culot, il y a pas au-dessus. Ayant raté son stage à Pernod Ricard, et pour son pot de départ, verre de vin blanc à 2 € et verre en plastique, il avait envoyé une lettre manuscrite à toute la direction de Pernod Ricard pour les inviter à son pot de départ d'un stage raté au château Pernod Ricard. Et comment est-ce que ce gamin avait réussi à avoir accès? Il jouait de la guitare pour les femmes de ménage tous les soirs au château Pernod Ricard, et c'est elle qui ont fait la demande, et il a ouvert ça. Le château a été ouvert pour lui pour son pot de départ. Et le culot a été apprécié, du coup il a eu un job, et il a finalement dirigé la partie événementielle de Pernod. Donc voilà, c'est à travers ces exemples et ces rencontres qu'on se dit il faut y aller, parce que ce monde du sport et de l'événementiel est tout petit. Donc à un moment il faut se différencier, et comme je ne suis pas nécessairement quelqu'un avec 25 000 diplômes, je me dis j'apporte quelque chose d'autre, et c'est très bien, les deux vont bien, mais moi c'est ce que j'ai considéré plus intéressant pour moi. Bien sûr, avec si on repart maintenant sur le côté behind the game, cette semaine qu'on a à l'école, on s'était revu la première fois avant les jeux, avec un logiciel, avec une application, avec un rôle bien précis que tu avais, qui était pour justement aider toutes les infrastructures à être bien mieux positionnées, à faciliter le travail de justement ceux qui allaient réaliser le plus de tâches pendant les jeux. Qu'est-ce qu'il en ressort justement de ce job, de cette omniprésence, j'ai envie de dire, que tu as eu sur cette formation, sur cette création des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024? Alors tout d'abord, j'avais participé aux Jeux
de Rio à travers un comité. Donc même si on est en plein dedans, on est quand même dans une petite bulle, donc on connaît pas la machine. À Tokyo, je n'y ai finalement pas été, mais j'ai beaucoup bossé avec un athlète parce que l'idée c'était de montrer ce projet à Tokyo. Je me suis rendu compte de la taille de la machine parce qu'en fait, OnePlan c'est un outil de mapping et de planning. Donc en fait, tous les départements d'organisation des jeux utilisaient cet outil pour planifier leur partie. Et donc c'est centraliser toutes les sources de vérité sur tous les sujets. Sécurité, planification, opérationnel, logistique, tout. Et donc je me suis rendu compte de l'ampleur d'un événement et tous les angles que je ne pensais même pas exister. Donc oui, c'est un peu un reality check que j'ai eu et j'ai trouvé ça fascinant et en même temps c'est tant fonctionnel pour un événement de cette taille-là que pour la kermesse du village du coin parce que c'est quelque chose de très intuitif et d'ailleurs Special Olympics l'utilise aux États-Unis sur certains de leurs événements et je souhaite à tout le monde d'utiliser parce qu'on n'a pas besoin d'expérience en événementiel pour créer un événement à travers OnePlan. Et donc du coup que ça justement aide tout le monde. Comment dire, tu as travaillé pour eux, tu as développé pour eux, tu as simplifié la vie pour eux. Quelle a été l'un des moments où tu t'es dit heureusement que je suis là parce que là sinon ça serait parti en vrille complet. Est-ce que tu as eu justement ce sentiment-là d'être presque vital à un moment donné au jeu? Non, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a eu un moment où la directrice des équipes OnePlan, en fait il y a les équipes OnePlan qui étaient au Kojo dans les bâtiments qui étaient très juniors, très techniques mais très juniors. Et la directrice était un peu loin, elle venait toutes les 3 semaines. Elle est fantastique d'ailleurs, elle a fait un travail extraordinaire. Mais en termes humainement, quand il y a un peu de pression, les gens facilement et naturellement, et c'est humain, passent la pression à la personne suivante. Et donc, à un moment, ces équipes-là, dont je ne faisais pas partie, mais auxquelles j'avais accès, je sentais qu'il y avait certaines équipes P24 qui avaient beaucoup de pression, mettaient la pression sur eux. Et en tant que junior, on n'a pas nécessairement l'habitude de gérer cette pression. Donc, à un moment, je me suis positionné entre les deux pour filtrer, en fait. Okay. Pas en disant, vous avez tort de mettre la pression, parce que la pression est là pour une raison. Mais de dire, OK, il y a des méthodes plus directes. Donc, je pense humainement, oui, pas tellement techniquement. Ok, oui, mais le côté humain a servi avec aussi... Il y a un moment, voilà, je me souviens de ce moment, mais est-ce que ça a eu un vrai impact je ne sais pas, mais je me souviens avoir eu la réflexion de me positionner. C'était important de me positionner. Nous, on s'est vu avant les Jeux. Comment les Jeux se sont déroulés pour toi? Extraordinaire. Alors moi, j'avais déjà décidé de quitter l'aventure OnePlan avant, pour multiples raisons. J'ai adoré OnePlan, mais surtout OnePlan se redirigeait vers les États-Unis. Et donc je voyais l'influence ou les étapes supérieures dans cette évolution chez OnePlan, pas nécessairement tellement ouvertes. Et donc les jeux pour un passionné de sport accrédité qui n'a pas de fonction officielle, c'est quand même royal. Donc ça m'a permis de refaire mon réseau, rencontrer les gens. J'étais à dispo de OnePlan pour tout besoin dernière minute, évidemment. Donc j'ai fait le lien entre plusieurs équipes, connaissant bien le système des jeux et la ville de Paris. Et un certain nombre d'acteurs, parce qu'au final, pendant développer, ça veut dire faire beaucoup de rencontres. Donc les 2 ans avant, j'avais rencontré globalement tous les acteurs en lien avec les jeux sous une forme ou une autre, petit, moyen, grand. Et ça m'a permis de capitaliser, continuer à rencontrer, continuer à raconter mon histoire. Et donc j'ai adoré, les jeux étaient fantastiques. Puis je pense personnellement, j'ai redécouvert Paris. Oh, Paris était vide. Les stades étaient pleins, la ville était vide, il faisait beau. L'atmosphère était folle. Voilà, et les sites étaient extraordinaires. Moi, OnePlan, il y a une partie jumeau digital OnePlan. Donc moi, j'avais vu tous les sites 1 an et demi avant, même ceux pas construits. La Concorde, ça faisait 1 an et demi que je la voyais en digital. Bien sûr. Ça faisait du bien de la voir en vrai. Donc, c'était quelque chose. Ils ont enfin réussi. Nous, on la voyait sur la tablette, on voyait tout ça. Et puis mais je l'avais montré lors de ma dernière intervention. Ouais. Donc, c'était quelque chose... voilà, je pense que c'est important de vivre ces moments. Et puis
Puis voilà, chacun son histoire, mais être au bon endroit au bon moment, peu importe le rôle, je pense que c'est ça qui m'a aidé. Avant de passer à la vie actuelle, à ces nouvelles missions, pourquoi pas l'envie d'aller sur les États-Unis, sur Los Angeles, qui allait arriver forcément, parce que c'était une continuité après Paris. Il y a eu directement pas cette pression, mais cette envie des États-Unis de montrer que oui, la France avait fait très fort, mais que nous, on est les États-Unis et qu'on va faire encore mieux. Logique, ça s'est vu pendant la cérémonie de... C'est partie de leur DNA, mais c'est ça qui leur sert aussi. Hein. C'est là où ils sont bons. Ils ont 20 ans d'avance sur la partie événementielle, quand même, en termes de réflexion. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a plus de talent ici, je pense, quand même. C'était le chemin naturel. Je pense que j'étais fatigué de faire jeu après jeu. Les États-Unis, il y a une réflexion États-Unis, il y a une réflexion Moyen-Orient. Ok, bien sûr, avec l'Arabie Saoudite qui... Oui, entre autres, mais pas tellement pour le Moyen-Orient, parce qu'en disant, il se place partout dans le monde du sport. Et du coup, je veux me positionner pour le futur. Donc, aller là-bas, comprendre comment ils réfléchissent, comment ils négocient, parler les 500 mondes arabes, créer un espèce de mini réseau, rester 2-3 ans sur place, revenir, faire ma petite popote et faire mon travail. Et puis, au moment d'être le gars qui a cette compréhension et fait le liant, c'est un peu comme ce que j'ai fait à Rio. Je suis allé voir en disant, voilà, je me positionne pour après. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, je me suis rendu compte... Mais il y a eu le voyage qui a été réalisé. Non. J'avais des propositions, des offres, et puis j'ai eu l'offre de Turin. Et ce qui m'intéressait au fil de réflexion, ce n'était pas tellement les événements sportifs, c'était comment est-ce que les événements sportifs pouvaient être utiles à petite, moyenne et grande échelle. Je suis un rêveur, donc moi, je me dis que c'est toujours positif. Donc ayant découvert l'Olympisme puis le Paralympisme, je me devais de découvrir le Special Olympics. Et ces Jeux de Turin, on m'a appelé en pompier pour gérer le branding, qui n'était pas du tout prêt ni financé à 2 mois et demi de l'événement. Donc c'est 8 sites, dont 4 dans les montagnes et 4 à Turin. Donc c'est des journées de 17 heures sur 3 fuseaux horaires. Donc c'est fun, hein, il faut avoir les épaules pour faire ça. Et puis surtout, j'ai eu quelqu'un qui était très organisé, qui travaillait avec moi, avec qui j'ai pu déléguer cette partie organisationnelle, qui m'a permis de déblayer le chemin pour lui devant et de le nettoyer derrière, et puis surtout de le livrer. Bien sûr. Et je pense que c'est à travers ces réflexions-là que j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire, c'est de mettre l'outillage du sport dans le centre de mes réflexions. Et de moins être... j'ai eu la chance de faire tous ces grands éléments, Coupe du Monde, JO, les paillettes, les grands événements, c'est cool, oui. Et c'est ce qui a permis aussi d'être appelé comme pompier à la fin. Voilà, mais à un moment, il faut aussi se dire pourquoi, et quand on a la réponse à ce pourquoi, elle n'arrive pas tout de suite, mais ça aide. Donc voilà pourquoi je pense que je resterai dans cet univers Special Olympics et en tout cas d'outillage positif du sport, chez eux ou autre part. Mais pour l'instant, clairement, Special Olympics. Oui, la réponse est désormais arrivée. Oui. Elle a mis combien de temps à arriver ? 9 ans. Mais bon, après j'ai vadrouillé, donc elle peut arriver plus vite. Moi, elle arrive en 9 ans, ça peut arriver en 15 ans, il y en a qui ne l'ont jamais. Et ça peut arriver tout de suite. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise... réflexion là-dessus. Il faut juste continuellement... Une introspection qui... Voilà, il faut se remettre en question, se dire pourquoi et pas faire nécessairement comme les autres. Ok, d'avoir cette introspection qui permet d'avoir les réponses qui peuvent mettre beaucoup de temps à arriver. Mais cette introspection qui est vraiment intéressante et qui permet justement d'évoluer dans ce milieu. Cette nouvelle aventure, ce projet pompier, j'allais dire, et puis après, du coup, avec les Special Olympics, elle a débuté réellement à partir de quand et quelles ont été les premières grosses missions, du coup ? Alors, j'ai pris contact avec le nouveau directeur général de Special Olympics France, Julien Colette, qui était le directeur général de la Coupe du Monde de rugby 2023, en janvier 2025, donc avant Turin. Et il y avait un intérêt de collaboration parce qu'ils étaient en train de postuler pour l'accueil du 3e plus grand événement sportif de Special Olympics, qui est la Coupe du Monde de football unifié, qui se passera finalement cet été à Paris. Et évidemment, ils avaient besoin de professionnaliser les équipes.
Et le projet m'intéressait. D'être sous la direction de Julien également, ça a été un vrai poids dans mon choix. Mais ils avaient besoin de valider l'accueil de cet événement avant de commencer à bouger les murs. Et donc ça a pris longtemps. Mais j'ai commencé officiellement en septembre. Et la première mission, c'était de faire une liste de tous les partenaires. Parce que moi, mon rôle premier, finalement je vous expliquerai après, mais on a toujours 1000 casquettes, c'est de financer avec des partenaires privés cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde a un budget global de 3 millions d'euros. Quand je suis arrivé, ils avaient déjà dû valider 1,5 million. Obligation d'avoir validé, en tout cas par lettre officielle, la moitié du budget, pour pas prendre de risques. À caractère privé. Public et privé. Ah, ok. Voilà, globalement, il y avait... Et moi, j'étais focus sur la partie privée. Donc, je suis arrivé. Donc, ma mission, c'était de faire l'état des lieux, de voir ce qui se passait, de faire une étude de marché, parce qu'il y a beaucoup d'événements sportifs qui se passent. La société économique n'est pas nécessairement au mieux. La France sort de 5 ans de grands événements sportifs. Donc, ils ont beaucoup de données. Est-ce que c'est le bon moment, même si on n'est pas sur les mêmes budgets? Les gens se disent, bah voilà, on a passé 5 ans sur l'aspect sport, on va passer 5 ans sur l'aspect culture, et donc, en fait, la porte est fermée. Voilà, c'est toute cette analyse-là. La pression du temps. Globalement, il y avait 600 000 € à aller chercher avant décembre, donc ça fait quelques mois seulement. Entre septembre et décembre. Voilà, c'était la première vraie mission, et ça se fait pas tout de suite. Il faut des relations, il faut les construire, les décisions sont longues, les budgets sont votés entre septembre et novembre. Enfin voilà, il y a tout un microcosme de prise de décision qui est compliqué. Et en même temps, la chance, c'est une association, Special Olympics, d'utilité publique, et il y a un board, un bureau de très haute qualité, et j'ai tout de suite compris que j'avais pas leur réseau ni leur influence. C'est des ex-grands dirigeants, donc en fait l'idée c'était de faire équipe. Comment je me positionne dans cette équipe-là? Parce que oui, je vais trouver les solutions, mais peut-être qu'à un moment, c'est peut-être mieux que quelqu'un d'autre y est à ma place, parce qu'il n'en a pas le même poids. Et d'avoir ces réflexions, ces échanges. Donc je pense que c'est ça qui a fait ma force dès le début, fait passer les bons messages. Et puis on est allé chercher les sous et on a réussi. Pour l'instant, il y a encore plus à aller chercher, je vous rassure. Il y a du travail, mais donc voilà, donc on a fait équipe. Donc j'ai utilisé évidemment mon réseau, et puis surtout les événements qui se passent à Paris régulièrement. J'ai beaucoup demandé conseil, j'ai beaucoup posé des questions. Est-ce que ça vous intéresse? Puis l'avantage de Special Olympics, c'est que c'est le sport, mais c'est l'outillage positif du sport. C'est aussi le leadership, c'est aussi le handicap. Donc il y a plusieurs angles où, vulgairement dit, box RSE, que les entreprises peuvent tiquer, mais il faut le dire aussi, parce que les entreprises... C'est malheureusement factuel, on est obligé de l'utiliser. Malheureusement, et j'ai envie aussi de dire heureusement, parce que ça donne aussi, ça ouvre la porte à ceux qui ne sont pas nécessairement investis, mais qui sont ravis de le faire parce que ça les arrange. Et ben, nous, ça nous arrange aussi. Quelles sont les sociétés qui investissent, qui sont potentiellement intéressées? Est-ce qu'il y a une grande différence justement entre ce côté olympique-paralympique? On l'a vu à Paris 2024, beaucoup ont investi. Beaucoup se sont retirés aussi en septembre 2024. Il y a eu ces Jeux de Milan-Cortina où malgré les partenaires mondiaux de l'Olympics, forcément, ça a été un peu plus dur d'aller les chercher. On sortait d'une très grande Olympiade. Tout le monde sait que l'Olympiade ne va être ratée sous aucun prétexte à Los Angeles, parce que c'est, comme on l'a dit, le milieu du show, de l'entreprise, de la démence, avec les pubs du Super Bowl qui peuvent atteindre des millions et des millions de dollars. Comment est-ce qu'on va chercher justement une entreprise? Comment on arrive à convaincre? Et est-ce qu'il y a un parallélisme entre les entreprises qui investissent sur les Jeux Olympiques et Paralympiques et entre les Special Olympics? Alors pour le contexte, je vais brièvement expliquer ce que c'est que Special Olympics. Oui, bien sûr, pardon. Special Olympics, c'est une association fondée en 68 par la famille Kennedy, donc Eugène Kennedy, dont la sœur avait été atteinte d'autisme. Et le sport a été un vecteur de développement social et d'inclusion et
est positif pour elle, et puis finalement à cette époque-là, c'était des situations qui étaient cachées. Donc Eugène Kennedy a décidé de regrouper dans son jardin tous les parents avec des enfants ou des proches en situation de handicap intellectuel pour dire c'est ok de l'être et voilà comment on va rester ensemble et on peut les montrer, on n'a pas besoin de se cacher, surtout dans les hautes sphères de la société. Et puis en 68, elle a demandé l'autorisation d'utiliser le mot olympique, aussi à l'époque était un espagnol qui est accepté, et donc on a le droit d'utiliser la marque olympique, et donc on fait partie du parapluie, on est sous le parapluie CIO, même si on n'a pas d'obligation à part le respect des valeurs qui sont globalement les mêmes. Et Special Olympics, c'est vraiment l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel dans la société à travers le sport. C'est encore une fois pour revenir à l'outillage positif du sport. C'est un angle d'outillage positif du sport. De fait, ils ont développé tout ça. On est maintenant présent dans 193 pays, avec globalement... Ce qui est impressionnant. Oui, et donc on a 5 millions d'athlètes et à peu près plus de 100 000 événements par an. Alors, il faut définir événements, hein, mais voilà. Donc, en termes de structure, il y a les Jeux d'hiver, Jeux d'été, au même titre que les Jeux d'hiver, Jeux d'été du Comité olympique paralympique. C'est l'année d'avant, en général. Pour vous donner une petite idée, les Jeux d'hiver... c'est autour de 40 millions d'euros de budget, 1500 athlètes et 102 délégations. Donc on est quand même sur un événement méga, même si on ne se compare absolument pas à la taille d'une Coupe du Monde des JO. Ce n'est pas comparable, mais ça montre aussi ce qui est engagé et ce qui est réalisé pour justement mettre en œuvre et subvenir aux besoins de ces personnes qui ont besoin de s'en sortir par le sport. Bien sûr. Et donc, les Jeux d'été sont un peu plus grands. Et puis, il y a un nouveau concept qui est arrivé il y a quelques années chez Special Olympics International, qui est le sport unifié. Donc c'est des sports co en général qui sont... les équipes sont constituées de personnes en situation de handicap intellectuel et sans. Ce qui est la pure définition de l'inclusion. En fait, c'est bien d'avoir des espaces de développement par le sport entre eux. Mais si on veut vraiment pousser la chose et que ça marche, du concret, c'est aussi l'intégration. Et le sport est une bonne plateforme d'intégration. En parallèle de ça, il y a des programmes santé, parce que dans ces instituts médico-sociaux où se retrouvent beaucoup de ces personnes en situation de handicap intellectuel, il y a un suivi médical, mais pas nécessairement sur la partie de problématiques médicales de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, par exemple, on va avoir, lors de nos événements, beaucoup de programme santé, donc il y a du dépistage en fait. Donc celui qui est malvoyant ou qui a un problème de vue, il va sortir avec une paire de lunettes. Celui qui n'a pas de problème va passer à travers le même process et va sortir avec une paire de lunettes de soleil. Voilà. Et l'idée, c'est de les mettre en connexion avec des entités locales pour eux, pour qu'il y ait un suivi. Donc, voilà. Donc pour revenir à l'événement, il y a à travers le sport unifié, il y a des Coupes du Monde de sport unique qui se sont créées dans beaucoup de pays. Et le foot se positionne en tant que troisième plus gros événement, parce que le foot est le foot. Donc il y a le volley, le basket. Cette année, il y a eu le volley à San Juan, en Pologne, il y a eu le basket 3-3 à San Juan. Et cette année, et en juillet, la Coupe du Monde de football unifié, Paris 2026, à Paris. Qui se déroulera où ? À Charletti, sur les terrains de Charletti, du PUC et de la cité universitaire. La cité universitaire fera aussi office de village pour les délégations. Donc ça fera un énorme campus, ce qui est pratique en termes de logistique et puis surtout d'ambiance. Dans le sud-est de Paris. Voilà, il ne faut pas oublier que on attend du public et on va remplir les stades pour les moments clés, mais ça reste pas quelque chose que naturellement les gens vont aller voir. Donc ça fait partie des missions que j'ai. Nos partenaires, on leur dit mais invitez tous vos collaborateurs. Pour un peu la structure, ça se passe du 5 au 11 juillet 2026, enfin 6 maintenant, on a changé de date, mais 6 au 11 juillet, avec une cérémonie d'ouverture, un parcours de la flamme lors du stade, une parade des athlètes, un petit show évidemment, et une cérémonie de clôture le 11 juillet. Et ça va être Paris devient la capitale mondiale de l'inclusion à travers cet événement. Special Olympics est le plus grand mouvement inclusif par le sport du monde.
Donc c'est là où Paris se positionne, ça se positionne dans l'héritage des Jeux de Paris 2024, sur tout l'aspect inclusion, sport positif. Effectivement, on est ravis d'avoir été labellisé GESI, entre autres parce qu'on se positionne dans la traînée de Paris 2024. Et donc la chance qu'on a, et pour moi aussi professionnellement, c'est d'avoir en face de moi les mêmes interlocuteurs que le directeur des partenariats lors de Paris 2024, donc l'État, la ville, la métropole, la région, qui sont tous derrière nous pour faire de cet événement une grande fête. Donc il y a vraiment le côté public, le secteur public qui a également investi, qui suit le projet, et après le secteur privé qui est venu compléter justement ce budget de, je le rappelle, 3 millions d'euros à trouver pour pouvoir organiser cette Coupe du Monde de sport unifié. Et ça montre encore une fois cette cohésion, cette collaboration pour justement faire rayonner Paris à travers le sport, et j'ai envie de dire tous les sports, parce que c'est important. Bah là, c'est le foot, mais c'est tous les sports. Le sport est l'outil, n'est pas la fin. La grosse différence entre le paralympisme et l'olympique et le Special Olympics, c'est que le paralympisme, malgré qu'il y ait beaucoup de handicaps et il y a des fantastiques histoires, il faut continuer à développer, il faut que ça se voit plus, il faut que ce soit plus médiatisé, et ça, il n'y a pas de débat. Cependant, l'objectif reste la performance. Il y a des athlètes qui performent à un niveau extraordinaire dans l'univers paralympique. Nous, ce n'est pas la performance l'objectif, c'est l'inclusion. Donc ça veut dire qu'on ne va pas être catégorisé par handicap, on va être catégorisé par niveau dans un sport. Et dans les sports, il y a la pétanque, qui est d'ailleurs un très grand succès en France. Une fois qu'ils ont calibré leurs bras, ils réfléchissent plus vite que nous. Et ils vont vite devenir très bons. J'ai vu ça en live avec un semi-pro de pétanque qui regardait ça. Et en l'espace de 4 heures d'entraînement, il aurait pu jouer en D2 française assez facilement. Okay. Oui, non, on est sur des... C'est impressionnant, leurs capacités, elles sont juste différentes. C'est juste du réglage, du calibrage. Réglage, calibrage. Voilà, il y a beaucoup d'aspects. On prendrait trop longtemps de s'y étaler, mais et d'ailleurs, je le découvre encore personnellement. Hein. Je suis arrivé et j'ai un peu appris à marcher en courant, et on y est toujours. Donc voilà. Ça montre, et félicitations pour justement toutes ces réalisations, même si la Coupe du Monde arrive, comme on l'a dit, en juillet, du 6 au 11 juillet 2026, côté Paris Sud-Est, Charletti, cité universitaire, et du PUC, le Paris Université Club. Mais bravo pour ce qui est réalisé. Ça permet aussi d'aller voir des grosses entités. On parlait avant du Paris Football Club, parce qu'on a les cours de Paris, Parc des Princes, mais du coup ça te permet d'avoir des relations avec le Paris Football Club, avec d'autres entités, d'autres grosses fonctions parisiennes, du sport parisien, pardon, pour justement faire progresser ce sport unifié et ce Special Olympics. Une des choses, bien sûr, une des choses qu'on a mis en place, c'est qu'on a chaque partenaire, peu importe le niveau de partenariat, parce qu'évidemment, vous pouvez vous imaginer qu'il y a plusieurs niveaux avec des droits adaptés à chaque niveau. Mais il y a certaines choses qui sont au même niveau pour tout le monde, c'est l'expérience du sport unifié. C'est-à-dire que chaque partenaire a le droit de constituer une équipe de football unifié, que nous unifierons avec les athlètes Special Olympics France pour une après-midi de tournoi de foot et de découverte de cet univers. À un moment, il faut vivre ces moments-là. C'est facile de parler, et je suis un directeur partenariat vendeur, donc je sais ce que je dis. Il faut juste le vivre. Il n'y a pas de débat, et ça, c'est important. Et en termes de comment est-ce qu'on approche ces grandes entreprises? Alors oui, elles sont souvent similaires que les grands événements, parce que ça rentre dans leur culture. Moi, aujourd'hui, ma difficulté, moins maintenant, mais au début, c'était d'expliquer ce que c'était Special Olympics, parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas. Donc la moitié du rendez-vous, c'est d'expliquer ce que c'est. Et après, il faut enchaîner sur, on a besoin d'un peu de sous-sous, ou d'aide, en tout cas, d'accompagnement. Dans les programmes RSE, beaucoup de grandes entreprises ont des fondations, ont des programmes RSE très précis, et puis il y a la partie sponsoring. Et c'est souvent un mix des deux qui marche. La fondation a besoin d'activer des actions concrètes, et la partie corpo a besoin d'avoir un peu d'image. Et c'est les deux ensemble qui souvent ont fait mouche, en tout cas de ma petite expérience. Par exemple, Deloitte était partenaire officiel. Non seulement ils sont à bon niveau, mais surtout l'équipe Deloitte
et joue vraiment le jeu. Et une partie de l'investissement vient de la fondation et l'autre partie vient de Deloitte Corporate. On peut aller même encore plus loin, et là je ne prendrai pas Deloitte comme exemple, mais il y en a d'autres où ils se disent très bien, eh bien on va mettre, je dis n'importe quoi, 25 000 du global, 25 000 de l'Europe, 25 000 de la fondation et 25 000 de la France sur la même boîte. C'est-à-dire que pour eux c'est rien, mais pour nous c'est conséquent. Donc, parce qu'ils diversifient la provenance des fonds. Donc voilà, et donc le centre de tout ça, c'est de comprendre comment marche chaque machine. Et elles sont toutes différentes. Et là, la grosse complication, c'est là. Parce que ça peut être un sacré labyrinthe. Ah bah forcément. Et avec les fondations dont tu parlais il y a peu de temps, celles des clubs, celles forcément des sociétés, des entreprises, et comme on l'a dit avec Deloitte, la fondation, et chaque grosse société a forcément un fonds d'investissement, une dotation possible, et ça peut en faire partie à ce niveau-là. La question était, tu parlais de ce côté d'aller chercher des sous-sous à l'instant, pour reprendre les mots. En termes d'humain, on est comment? Est-ce que des personnes, alors je me fais un peu porte-parole, mais je sais que beaucoup d'étudiants vont sortir d'études dans peu de temps. Beaucoup d'étudiants aussi cherchent à prendre de l'expérience dans l'événementiel. Vous avez été labellisé GESI. Est-ce qu'on peut travailler avec toi? Est-ce que tu recherches du monde à travailler? Comment est-ce que tu as formé tes équipes et comment les équipes, durant l'événement, vont être justement formées? Alors, Special Olympics, en général, marche avec beaucoup de volontaires et de bénévoles, par définition d'ADN. C'est comme ça qu'on apprend, on est parti de là. Non, mais outre les gros éléments, Special Olympics, c'est vraiment beaucoup de ça. Évidemment, quand on vend à un partenaire, pour faire le lien, je reviendrai à la question après, aujourd'hui, on ne vend pas des droits d'image monstrueux. On n'est pas les jeux, on ne va pas être en live sur France Télé ou Canal+, ou autre. C'est pas possible. On n'a pas ce niveau-là, ni d'ailleurs, voilà, le schéma économique, médiatique ne fit pas nécessairement là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on vend en fait? Quel est le retour sur investissement des partenaires? Pour les partenaires, eh bien, on vend beaucoup d'engagements collaborateurs. Donc, on a à travers un programme de volontariat. Et donc ça, les collaborateurs, aujourd'hui, globalement, je schématise, ils vont moins envoyer leurs équipes à Ibiza pour faire la fête. Ils se disent, bah oui, on va leur faire un team building différent. Et là, on tique ces box-là, on parlait de ticker des box, comment est-ce qu'on devient attractif? Eh bien, team building, il y en a parce que c'est interaction directe avec les athlètes ensemble et ça devient une équipe. Et en termes d'expérience terrain, elle est présente. En termes de volontariat, elle est présente. Et de job spécifique, parce qu'il y a du volontariat comme volontariat classique, mais il y a du volontariat de haut niveau, des volontaires qui vont gérer des grosses équipes. Donc cette partie-là, elle est vraiment réservée au maximum aux partenaires, parce que c'est comme ça qu'on les attire. Ils ont des équipes qui leur proposent des choses concrètes à leurs équipes. Ça, c'est une chose. Et donc, par exemple, sur la Coupe du Monde, il y a 24 équipes internationales, donc 2 françaises, mais donc il y a 22 pays qui viennent en France pour cette compétition. Il y a 500 athlètes et coachs, et il y a un besoin approximatif entre 500 et 600 volontaires. Okay. Aujourd'hui, on n'a pas fini le tour de table des partenaires, donc il y a encore de la place, et donc on a besoin de garder des espaces volontaires. Maintenant, il faut venir remplir le stade. J'ai des discussions en cours avec des institutions telles SMS pour voir comment est-ce que des profils concrets peuvent participer ou apporter une solution. C'est-à-dire, voilà, vous parlez de podcast, il y a une partie solution d'apporter qu'on peut suivre l'événement, faire des podcasts, créer du contenu. Ça, aujourd'hui, on n'a pas les budgets pour le faire à hauteur de ça. Donc, typiquement, c'est comme ça qu'une entité universitaire pourrait se mouiller. Et là, on donnera les accès, l'expérience. Globalement, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas de plateforme médiatique, et donc comment on fait? C'est passionnant, parce qu'en fait, on doit penser différemment. On doit penser différemment. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur, il y en a beaucoup, elles sont juste différentes et moins classiques.
Donc pour revenir à la question, est-ce que des étudiants peuvent venir participer? Oui, absolument. Il y a une partie volontariat qui va être ouverte au grand public et entre autres étudiants. Et donc oui, il faut absolument en tout cas postuler ou prendre contact. Après, il y a Special Olympics en France à une vingtaine d'événements à l'année. Donc il y a les courses solidaires, donc c'est des entreprises qui payent des dossards pour faire 2-3 km entre midi et 2 avec ou sans des athlètes en situation de handicap intellectuel pour vivre le moment, vivre cette inclusion. Et puis il y a des interclubs sur différents sports où il y a des sections de sport adaptées, telles que le FCMS, où là ils étaient à Valbonne ce week-end. On est partenaire avec le Racing Métro, donc avec le flag rugby, qui est un sport Special Olympics. Et donc on a le grand tournoi de flag rugby fin mai. Là, il y a besoin de volontariat, il y a besoin d'expérience, il y a besoin d'aide. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de... Nous, on doit pouvoir gérer tous les événements, toutes nos actions dans un cadre avec les équipes qu'on a. Maintenant, si une équipe universitaire rajoute quelque chose, on peut la coordonner, on peut l'accepter. Et c'est un peu à l'image de ce que je racontais tout à l'heure. Il faut se positionner comme quelque chose qui ajoute une valeur, sans avoir forcé à avoir plus de logistique, compliquer les choses. On est des petites équipes. On ne peut pas se permettre de prendre trop de temps. On va faire des erreurs de recrutement, on en a déjà fait, on en refera. Mais ça coûte plus que dans une grosse entreprise. On n'a pas le temps. Ouais. On n'a vraiment pas le temps. Donc oui, surtout postulez, venez voir, amenez votre famille, découvrez cet univers. Il y a énormément de choses à faire en France et à l'étranger avec Special Olympics. Les prochains Jeux mondiaux sont à Santiago, donc là il y a sûrement des choses à faire. Les Jeux d'hiver suivants sont en 2029 en Suisse. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Special Olympics. Ça laisse rêveur dans le fait de pouvoir, en tout cas, s'immerger et découvrir et prendre de l'expérience dans quelque chose qui est à portée de main. Et je trouve ça génial. Pour clore ce podcast, tu as eu, on l'a cité, répété, une vie à 1000 casquettes pour le moment, du Brésil à la Grande-Bretagne, à la France, en passant par tout le reste et presque le Moyen-Orient. Enfin, ça s'est joué pas loin. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, en tout cas, les prochaines années, et surtout, où est-ce que tu te vois d'ici, allez, on se dit quoi, 5 ans, 10 ans? Souhaiter une bonne santé, c'est évidemment le classique, mais aujourd'hui c'est important. De continuer à être passionné par ce que je fais. Il s'avère que ce que je fais, je viens de l'expliquer, mais ça peut être autre chose pour chacun, et je trouve que c'est important d'être passionné par ce qu'on fait, ou d'avoir un sens dedans. La responsabilité en entreprise, elle est évidemment de faire du profit, ça c'est l'objectif, mais pour moi c'est plus une conséquence. C'est important, l'humain doit rester central. Le profit est une conséquence d'une bonne gestion d'humain, sur tous les produits et tous les secteurs. Et je pense que ça, il faut recentraliser ça, parce que les solutions arriveront à travers ça, c'est l'humain qui va les amener. Pourquoi je mets le handicap au centre? Parce que je suis convaincu profondément que les personnes en situation de handicap intellectuel et moteur ont des solutions aux problématiques que nous avons créées. Monsieur tout le monde. Simplement parce qu'ils sont obligés de penser différemment, parce qu'ils ne vont pas grimper au-dessus du mur, ils vont passer à côté. Ou créer une phase. Donc par définition, leur phase de réflexion est différente. Donc moi, je pense que j'ai trouvé, en tout cas, mon fil d'Ariane, je vais rester là-dedans. Et voilà, je pense que dans 5 ans, moi, j'ai premier objectif, réussir cet événement. Oui. Ça, c'est surtout, il n'y a pas d'événement GESI. J'ai un directeur général fantastique, un chairman qui est Jacques Rivoal, qui est aussi chairman de la Coupe du Monde de rugby 2023. Donc j'ai la chance d'être au quotidien très très bien entouré. Moi qui n'ai jamais vraiment eu de boss au quotidien, c'est pas mal. Et le gros challenge, il commence après, c'est l'héritage. Comme toujours, hein. Je sais que l'héritage est dit, redit, mais moi je trouve qu'il y a au moins 3 ans de travail concret sur le territoire France pour développer Special Olympics. Aujourd'hui, on a à peu près 4000 athlètes, on aimerait bien en avoir 15 000. On a à peu près 50 partenariats ou 60 partenariats, des entités de clubs adaptés. On aimerait bien doubler. Voilà, que ça fasse partie du microcosme, créer des partenariats avec les fédérations. La fédération de judo, c'est déjà fait, triathlon, c'est déjà fait, et qu'en fait, on les accompagne avec des forces de proposition sur des programmes concrets qu'eux, après, vont pouvoir développer avec nous. On est force de proposition, donc il faut continuer et on est en bonne voie.
Magnifique. Je m'arrête là-dessus. C'est un message plein d'espoir avec la volonté justement à 5 ou 10 ans de rester et de continuer de faire prospérer et en tout cas de mettre en lumière ces jeux pour les personnes en situation d'handicap avec justement ce Special Olympics. Un grand merci Jean-Baptiste d'être venu nous rendre visite à la Sports Management School. C'était différent mais c'était bien quand même. C'était très bien et surtout étudiants, familles, amis, venez le 6 juillet au stade de Charletti, ça va être assez extraordinaire. Je pense qu'après une rencontre avec un athlète, votre vision du monde va changer. Je m'arrête là-dessus. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast avec un autre invité. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez suivre les réseaux sociaux de la Sports Management School. Et comme je l'ai dit, on se retrouve très très vite avec du nouveau contenu. Bye bye.